Bonjour, je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui à ce point de presse. Alors, deux choses. Je suis content de voir l'ensemble du gouvernement et des députés à Québec pour la présentation du budget, parce que hier, on a fait un accro à ce qui est une tradition longuement établie, c'est-à-dire que la journée précédant le budget, on fait ça à Québec. Comme gars de Québec, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. Qu'on modifie cette tradition-là alors qu'on veut valoriser le rôle de la capitale nationale en faisant tous les événements officiels ici dans la capitale nationale. Deuxième chose, je sors à l'instant de la commission parlementaire sur le projet de loi 51, donc sur la modernisation du secteur de la construction. On a commencé à entendre des groupes en consultation particulière. Alors, ça va être intéressant de voir ce qu'on nous dit là-dessus, mais déjà, ce matin est paru un article qui fait état d'une étude qui a des chiffres, des données de base qui diffèrent de celles dont le gouvernement nous a parlé et qui sont à la base de son projet de loi 51. Alors, on a hâte de continuer à écouter ce que les parties prenantes vont nous dire sur ce projet de loi-là. Pour continuer là-dessus, d'abord, justement, à la lumière de cette étude que l'Inter a commandée, est-ce que M. Boulay doit, dès le début du processus, corriger le tir, revoir sa réforme? C'est sûr qu'il y a une chose qui semble revenir constamment avec ce gouvernement, non seulement depuis sa réélection en 2022, mais dans son premier mandat aussi, c'est la question de la planification. De savoir sur quelle base, sur quelles données probantes on se base pour faire des grandes réformes. On pourrait parler des garderies à 4 ans, on pourrait parler du troisième lien, on pourrait parler donc de ce projet de loi, parce qu'on vient toucher, c'est bien de moderniser un secteur qui depuis 30 ans n'a pas connu de réforme majeure, mais sur la base de quelles données on procède. J'ai bien hâte d'en savoir plus là-dessus, parce que, voyez-vous, là, il y était le groupe qui vient de témoigner, s'intéresse particulièrement à la place des femmes dans le secteur de la construction, et un des objectifs déclarés, c'est de favoriser l'intégration des femmes au secteur de la construction, et elles nous disent « Nous n'avons pas été consultés ». Et ce qu'elles nous recommandent, c'est qu'avant de travailler sur ces questions-là, on s'assure qu'on a un portrait adéquat de la situation et des bonnes données pour procéder. Alors, c'est un exemple, mais l'étude de ce matin parle aussi de toutes les questions de la pénurie de main-d'œuvre, de la maximisation de la capacité qu'on a déjà avec les travailleurs, déjà formés, qui sont au Québec et dont on ne maximise pas le temps de travail. Alors, ça va être intéressant d'en savoir plus dans les prochains jours. Maintenant, sur le budget, vous parlez d'un accro, finalement, à la tradition. Est-ce que M. Girard, M. Legault doivent des excuses au maire de Québec? Le gouvernement verra ce qu'il veut faire avec ça, mais il y a une de vos collègues hier qui écrivait, j'ai aimé ça, elle a parlé du réflexe Québec. D'avoir le réflexe capitale nationale, d'avoir de l'ambition pour la région, pour la ville de Québec, de respecter l'esprit de la loi qui a été adoptée en 2016, qui a modifié la charte de la ville de Québec et qui dit « Les événements officiels, ça se tient dans la capitale nationale ». Hier, ce qui s'est passé, c'est que là, on voulait faire une annonce, on voulait des belles photos, on voulait faire... Donc, il y avait ce qu'on pourrait qualifier d'intérêt électoraliste. Et pour faire ça, on a décidé d'enlever quelque chose à la capitale nationale, c'est-à-dire cette tradition que la journée précédant le budget, on est dans la capitale nationale. Alors moi, j'aimerais ça, que le gouvernement s'explique pourquoi ils ont choisi ça, pourquoi ils ont décidé donc de ne pas respecter cette tradition d'être à Québec. J'aimerais avoir des réponses à ces questions-là. Ils auraient pu faire le même exercice dans une école de Québec, par exemple. Là, ça aurait été correct. Ils auraient pu faire le même exercice dans une école de Québec avec une organisation de Québec. D'ailleurs, je suis très content aussi d'entendre qu'il y a une organisation vraiment extraordinaire de Québec qui a été soutenue, même les fonds discrétionnaires d'un des ministres. Très bien. Mais cette annonce-là aussi, elle aurait pu être faite vendredi dernier. Elle pourrait être faite plus tard dans la semaine. Là, c'est un événement qui est relié au budget et c'est un moment clé de la vie parlementaire du Québec. C'est un événement officiel important dans notre vie publique. Et ce qu'on a, c'est une loi qui a rappelé le statut de capitale nationale de la Ville de Québec. Et ça, il faut avoir ce réflexe Québec. Il faut valoriser la région. Puis là, surtout, ça se place dans un moment là, où on a eu beaucoup d'interrogations sur le niveau de priorité que ce gouvernement donne à la capitale nationale et surtout sur les résultats qui ont été livrés sur les promesses phares de ce gouvernement
envers la capitale nationale. Et c'est non seulement un grand point d'interrogation, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a avancé. Justement, là-dessus, parce que M. Legault nous parlait ce matin que, bon, pour un retour éventuel à l'équilibre budgétaire, deux choses, là, croissance économique puis diminution des dépenses inefficaces et réduction de la bureaucratie par la même occasion. Si on s'attarde davantage à la croissance économique, est-ce que ça passe, selon vous, par plus de grands projets pour Québec? Ce gouvernement nous avait annoncé qu'il serait ambitieux pour la capitale nationale et il y avait en marche un projet ambitieux, un projet qu'on dit structurant de transport collectif et il a été mis sur la glace pour des raisons politiques, pour des raisons électoralistes. On a envoyé ça à CDPQ Infra à Montréal. Alors, la situation actuelle, qui dépend des choix du gouvernement, et je peux y revenir, ne peut pas servir d'excuse pour dire que là, il n'y a plus d'argent pour Québec ou bien là, on ne peut plus avoir la même ambition. C'est absolument important qu'on garde cette ambition-là pour Québec parce que, vous le savez, c'est 25 ans de croissance économique à Québec qu'on a connu sans interruption. Tigre économique, c'est ainsi qu'a été qualifiée la capitale nationale. Et là, pour la première fois, il y a des signaux discordants là-dessus, là, que ça va moins bien sur le plan économique. Et tous les acteurs économiques de Québec ont été d'accord là-dessus. On dit, bien, écoutez, on en avait un projet locomotive, on avait un projet structurant, puis là, tout a été mis sur la glace. Ça crée de l'incertitude et c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, le gouvernement, actuellement, n'aide pas la région de Québec, n'aide pas la capitale nationale. Et dans le budget, il va falloir avoir des mesures donc, pour la capitale nationale. Parler des choix à venir, là, bon, le CDPQ Infra, en principe, doit remettre son analyse en juin. Est-ce que le gouvernement devra, dès lors, prendre une décision sur la suite des choses pour le tramway ou parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il pourrait dire « Ah, ben attendez, on va prendre le temps de réfléchir à ça cet été puis on revient à la rentrée ». Alors, imaginez si ce gouvernement nous dit que, justement, maintenant, on reçoit les recommandations de CDPQ Infra, puis là, on a besoin de temps. Ça, c'est du temps qui est perdu pour l'économie de la capitale nationale. Et c'est ce qu'on a dit, d'ailleurs, dès qu'il y a eu cette annonce-là. On va dire, ça va durer combien de temps? On nous dit 6 mois pour faire un travail qui a été réalisé pendant des années avec les différentes études qu'on avait déjà sur le transport collectif structurant à Québec. Plus de délais, plus d'incertitudes pour l'économie, c'est pas bon pour la région. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le budget. Est-ce qu'on va prévoir? Est-ce que les sommes qui étaient prévues initialement pour le projet vont toujours être là? Est-ce qu'on va vouloir les décaisser, les investir le plus rapidement possible? Qu'est-ce qu'on va faire avec les recommandations de CDPQ Infra? Puis on ne sait pas ce que CDPQ Infra va nous recommander. Mais votre souhait, c'est est-ce que le gouvernement se branche, prenne une décision dès juin? Bien, je conviens que le gouvernement va devoir prendre un certain temps pour analyser ce que la CDPQ Infra va lui proposer. Mais c'est lui qui nous a mis dans cette situation-là. C'est le gouvernement qui nous a mis dans cette situation-là. Alors, le gouvernement ne pourra pas utiliser ce rapport pour tergiverser puis revenir encore peut-être avec des retournements de veste, des lapins qu'on sort du chapeau pour retarder encore plus le projet. Là, le gouvernement va avoir un devoir de diligence, puis on va déjà en avoir des indices dans le budget. Qu'est-ce qui va être prévu pour la capitale nationale? À quand la décision, selon vous? Combien de temps il serait raisonnable de prendre pour analyser ça? Le plus rapidement possible. Bien, c'est une réponse de politicien, mais écoutez, là, vous me demandez de faire un petit peu de politique fiction parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le rapport, dans l'analyse de CDPQ Infra. Qu'est-ce qu'elle va proposer comme solution? Qu'est-ce que ça va être en termes de coûts? Est-ce que c'est complètement différent de ce qu'il y avait déjà sur la table ou est-ce qu'elle va en quelque sorte, adouber les décisions qui avaient déjà été prises? On ne le sait pas, donc c'est difficile. Si c'est une solution complètement nouvelle, on peut imaginer que ça prenne un petit peu plus de temps, mais la règle ici, c'est que c'est le gouvernement qui nous a mis dans cette situation-là et il va avoir un devoir d'agir extrêmement rapidement, de ne pas utiliser ça comme des excuses pour attendre. Puis là, comme par hasard, on va se retrouver en période électorale et le gouvernement va pouvoir encore nous faire des promesses puis encore peut-être faire différemment selon le résultat des élections. Donc ça ne sera pas acceptable. Vous avez peut-être vu, sinon, dans la question dans les pages du journal, on a un autre exemple là, ce matin de caviardage extrême à Investissement Québec. Comment vous qualifiez la réponse qu'ils nous ont donnée, là, où on voit que le nom des fournisseurs est masqué, etc.? Il y a une autre pratique qui se répète
cas après cas, projet après projet avec ce gouvernement, et c'est celui du manque de transparence, du manque d'information. Non seulement du manque de proactivité pour expliquer aux Québécoises et aux Québécois les tenants et aboutissants des décisions puis des investissements qu'on fait, par exemple dans le projet Nordvolt, comme dans d'autres, mais également quand on a des demandes d'accès à l'information, c'est du caviardage, c'est des documents qui sont pratiquement noirs au complet. Je comprends que dans certains cas limités, il peut y avoir des raisons prévues dans la loi sur l'accès à l'information qui font en sorte que certaines informations, limitées, je le redis, sont caviardées. Mais là, c'est presque tout qui est caviardé. Or, l'État n'appartient pas au gouvernement. L'État, c'est l'État des Québécoises et des Québécois qui ont le droit d'avoir accès à l'information, qui ont le droit de savoir sur quelle base sont prises les décisions et pourquoi le gouvernement investit tel montant dans tel projet, de quelle façon c'est géré. Et là, quand on dépense ici, on parle de millions de dollars de nos impôts, de nos taxes qui sont utilisés par certaines personnes. Et on n'a pas l'information de base pour comprendre de quoi il s'agit et pour en vérifier, donc vérifier la légalité. Si tout ça est légal, si tout ça a été bien fait, bien, il y a une dose de transparence qui est absolument requise pour que les Québécois le sachent. Il semble y avoir dans l'interprétation de la loi une tendance à peser très fort sur le crayon feutre noir. C'est non seulement une question d'interprétation, c'est une question de posture. Ça dépend au départ de la volonté du gouvernement. Il y a ce qui s'appelle l'acceptabilité sociale. Puis ça, c'est une politique gouvernementale. On veut générer de la confiance. On veut que les gens disent « On a confiance en vous parce que vous nous dites de quoi il en retourne. » Et cette confiance-là, elle génère une mobilisation qui favorise l'avancement du Québec, l'avancement économique, l'avancement social. Mais là, on a une posture qui dit le moins on va en dire, le moins on va communiquer d'informations, le mieux on va s'en porter. Or, c'est l'inverse qu'il faut favoriser. Puis ça, on l'a vu projet après projet, cas après cas. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.